Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les highdays.bzh. On est dans les locaux de la French Tech Brest Plus dans le bâtiment Totem au Capucin pour parler durant la prochaine heure sur les métiers de l'IA. Donc je suis Caroline Argois, je suis chargée de mission filière numérique au sein de l'association ADN Ouest et je vais laisser la parole à Jean-Marie pour également se présenter et présenter nos intervenants. Bonjour, je suis Jean-Marie Prigent, je suis data ingénieur au Crédit Mutuel Arkea et j'ai avec moi Catherine Boromance qui est ingénieure en imagerie et biologie marine, David Courtet, data ingénieur au Crédit Mutuel Arkea, Yann Malégol qui est data scientist au Crédit Mutuel Arkea et Jean-Marie Letellier qui est responsable de la Data Factory chez Verlingue. Alors je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de présenter vos entreprises. Catherine, je te laisse commencer. Bonjour, moi je suis ingénieure biologiste imagerie au laboratoire environnement profond à l'IFREMER. Donc l'IFREMER, c'est l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer. Et donc moi je suis dans un laboratoire qui travaille spécifiquement dans les grands fonds et qui étudie l'écologie et la biologie dans ces grands fonds. Et donc moi je travaille plus spécifiquement sur tout ce qui est données d'imagerie issues de l'observation de ces grands fonds. David. Bonjour à tous, David Courtet, donc je suis data engineer au Crédit Mutuel Arkea. Le Crédit Mutuel Arkea réunit le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ainsi que plus de 40 filiales spécialisées, ce qui en fait un acteur majeur dans la banque assurance dans le paysage français. Je travaille au sein de l'IA Factory, donc qui, comme son nom l'indique, est un service qui traite de toutes les problématiques autour de l'IA, et ce de manière transverse pour le groupe, où donc j'ai un poste de data engineer. Je laisse maintenant la parole à Yann. Bonjour, Yann Malégol, je suis data scientist au sein de l'IA Factory. Comme l'a expliqué rapidement David, donc l'IA Factory c'est un service transverse. Et donc, du fait qu'il est transverse, nous travaillons avec tous les différents services, les différentes entités du groupe, que ce soit avec le marketing, avec la fraude, mais aussi avec des filiales, notamment on pense à Fortuneo, la banque en ligne. Jean-Marie Letellier, je suis responsable Data Factory chez Verlingue. Verlingue est un courtier en assurance spécialisé dans la protection des entreprises. Nous faisons partie du groupe Adélaïde qui regroupe 2200 collaborateurs ainsi que les sociétés Génération et Coverlife. En tant que courtier en assurance, Verlingue va accompagner ses clients pour protéger ses activités, ça va être les risques d'entreprise, ou ses collaborateurs, c'est l'assurance des personnes. À travers ces activités de conseil pour accompagner les entreprises, de négociation pour définir des contrats à la hauteur des attentes des clients, et de gestion, puisque Verlingue est également délégué pour gérer les contrats d'assurance. Verlingue va être amené à collecter un certain nombre d'informations sur ces données, sur ses clients, mais également va être amené à valoriser et à apporter des services pour ses clients. C'est à ce titre que la Data Factory va permettre d'une part de collecter, de stocker ces informations afin de permettre la valorisation de ces informations en vue de fournir des services aux clients. Et donc cette Data Factory va bien naturellement se tourner vers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'on a quatre intervenants et 4 profils différents. Ils travaillent dans des secteurs d'activité qui sont bien distincts, on a bien pu le voir, et tous interagissent avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée de la session, ça va être vraiment de voir comment dans leur quotidien l'intelligence artificielle prend sa place. Donc si on commence par toi Jean-Marie, au niveau de ton métier, quelles sont les techniques, les profils qui vont graviter autour de l'IA parmi toutes tes équipes ? Alors, au sein de mes équipes, on va retrouver différents profils, effectivement, qui seront amenés à interagir de façon plus ou moins intime avec l'intelligence artificielle, puisqu'on va retrouver des profils de type data analyst, data scientist, data engineer, data architect, chacun ayant un rôle et touchant de plus de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Donc, si l'on prend notre data analyst, lui, il va avoir une composante métier très très forte
Ce sera, je dirais, son plus gros atout et va permettre de produire des visuels pour les métiers. Donc sa connaissance du métier sera quelque chose de très, très important. Le data scientist sera un interlocuteur de ce data analyst pour aller plus loin et pour mettre en œuvre les technologies de l'intelligence artificielle pour aller plus loin, pour proposer des périmètres plus larges dans les analyses et des modèles qui vont permettre de dépasser en fait, les activités de notre data analyst. Le data ingénieur, lui, va être en quelque sorte un fournisseur de données de notre data scientist. C'est lui qui va collecter, qui va stocker ces informations pour les mettre à disposition des différents utilisateurs. Et notre data scientist est un de ces utilisateurs pour pouvoir alimenter ces modèles d'intelligence artificielle. Le data architecte, lui, aura une mission de mettre en place les infrastructures qui permettront à ces différents profils de jouer avec la donnée et donc de convertir ce qui sera construit dans un coin par notre data scientist pour le porter en production par la suite. D'accord, donc on commence à voir qu'il y a plusieurs profils. Les personnes ne travaillent pas toutes seules dans leur coin, elles sont en équipe pour travailler sur un projet, c'est bien ça? Bien évidemment, Okay. Le projet sera le lieu de rencontre de ces différents profils et bien évidemment, personne ne travaille tout seul dans sa petite cellule, mais c'est bien beaucoup d'interactions entre ces profils qui sont interdépendants les uns des autres. Et du côté d'Arkea aussi, quelles sont un peu les techniques, les profils qui peuvent graviter? Est-ce que c'est la même chose que du côté de Verlingue, mais appliqué à notre secteur d'activité? Est-ce que vous avez un autre fonctionnement? Je me permets de prendre la parole. Alors non, alors ça se rejoint. On va avoir, on va dire, les mêmes profils, à savoir le data ingénieur, le data architecte, on va avoir aussi le data scientist. On a eu par le passé donc aussi des data analysts. Il faut savoir, et comme tu l'as rappelé Caroline, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul. Et c'est pour ça qu'au sein du service, on a vraiment les deux composantes, à savoir la partie data science et la partie plus, on va l'appeler data, mais architecture autour de la donnée. Le data architecte, en effet, lui, il va réfléchir, porter une vraie réflexion sur comment intégrer les modèles d'intelligence artificielle que le data scientist a pu développer. Le data engineer, lui, va aussi travailler, poste très important, va aussi travailler en étroite collaboration avec le data scientist pour justement aller extraire leurs données qui va permettre d'alimenter les modèles du data scientist. Voilà. Je réfléchis, mais voilà, c'est à peu près les grands profils. Et pareil, dans le data scientist, donc c'est très large, on va avoir des spécificités. Il y en a un qui va être spécialisé dans le traitement du langage naturel, un qui va être spécialisé dans les séries temporelles. Voilà, on va avoir différents profils plus ou moins orientés vers la R&D, d'autres qui vont être orientés plus vers le côté business, voire le côté informatique. Voilà. Après, des fois, la frontière est assez fine entre ces différents profils. Ok, merci. Et du côté de l'Ifremer, j'imagine encore d'autres profils, d'autres techniques peut-être différentes de ces deux premiers secteurs-là? Alors donc nous on va avoir un peu la même structuration en termes d'activité. Donc à Ifremer, donc c'est un institut qui est spécialisé dans les sciences marines et avec les évolutions dans les technologies d'observation et même de modélisation, les différents acteurs dans les différents domaines des sciences marines se tournent de plus en plus donc, vers l'intelligence artificielle. Et donc dans tous ces domaines que couvre l'Ifremer, donc ça peut être l'océanographie physique, la liotique, la biologie, etc. On va avoir des ingénieurs qui vont plutôt travailler dans le traitement des données, l'analyse des données et qui vont donc prendre en main ou en collaboration avec des experts éventuellement extérieurs des techniques, des approches de machine learning, d'intelligence artificielle pour les appliquer aux données, à l'analyse des données scientifiques. Et on a aussi un service plus lié à l'infrastructure informatique de l'Institut et également à la gestion des systèmes d'information de l'Institut, où vont travailler des ingénieurs qui vont plutôt être spécialisés dans l'intégration des algorithmes au niveau informatique, notamment pour bénéficier des ressources auxquelles on a accès via le supercalculateur DataArmor, et donc également pour tout ce qui est
construction et standardisation de bases de données de référence qui vont permettre d'alimenter les algorithmes de machine learning. Et après, on a aussi des ingénieurs qui travaillent sur les capteurs directement et qui eux aussi cherchent à intégrer ce type d'approche pour là, en temps réel, pouvoir aider à la prise de décision en mission ou aider au pilotage d'équipements, par exemple. Voilà. Ok, merci. Pour compléter, peut-être Jean-Marie, détailler la slide qui est à l'écran sur les portraits robots, où on a entendu un peu parler de ces profils de métier par nos intervenants. Peut-être expliquer un petit peu avec ces radars. Oui, tout à fait, Caroline. Alors c'est vrai que on voit que les nommages, même des métiers, par rapport aux compétences, ne sont pas forcément homogènes selon les profils d'entreprise. Mais disons qu'ici, l'idée, c'est quand même bien d'essayer de montrer aux gens qui nous suivent quelles sont les appétences prioritaires, on va dire, sur les différents types de métiers. Alors si on commence par faire un focus en haut à gauche sur le data scientist, on va dire que c'est quelqu'un qui a une appétence mathématique et sur la data science qui est très importante, avec la composante de machine learning qui va souvent avec. C'est ce qui le différencie, donc le gros background en général mathématique, la capacité à créer des algorithmes, on va dire from scratch. Si on regarde ensuite les compétences du data engineer, alors la principale particularité, c'est que c'est déjà un ingénieur logiciel, un ingénieur informaticien, qui a des compétences aussi, du coup, en machine learning, puisqu'il a l'habitude de travailler avec des data scientists, donc il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension aussi de ces algorithmes pour pouvoir les recoder ou les optimiser dans les mises en production du système d'information. Je passe ensuite au data analyst. Alors c'est la personne clé sur la connaissance métier, celle qui a la maîtrise de la valeur business, on va dire. Alors c'est quelqu'un qui va être capable de restituer la valeur des données, la présenter aux autres équipes, et c'est vraiment la personne clé aussi dans les projets de machine learning et d'intelligence artificielle. C'est la personne qui communique le plus avec toutes les autres ? C'est la personne indispensable, la personne qui a la valeur et qui sait trouver la donnée. Alors, il est quand même assez difficile des fois de faire des frontières entre les métiers, puisque le data engineer aussi a forcément une très bonne connaissance de la donnée, enfin en tout cas d'où aller chercher la donnée dans le système d'information. Mais j'ai envie de dire que le data engineer et le data analyst se complètent bien, un par la connaissance métier et l'autre par la localisation de la donnée, ou en tout cas comment extraire et comment créer ces pipelines d'extraction de la donnée. Et ensuite, alors le ML Engineer, c'est quelque chose d'assez nouveau, on ne le voit pas trop encore sur les fiches de poste françaises, mais je voulais quand même le préciser parce que c'est une variation du data scientist qui est un petit peu différente. On pourrait dire, là on a parlé pendant ces 2 jours au niveau des AIDS, des apprenants de l'école Microsoft. Et on pourrait quelque part les mettre un petit peu dans cette catégorie, ou en tout cas les mettre ML Engineer Junior. En tout cas, c'est des personnes qui ont une capacité à utiliser des algorithmes sur étagère. Donc là, on ne parle plus de coder des algorithmes from scratch, on parle plutôt d'utiliser des solutions qui sont faites par des GAFA, notamment, qu'on peut utiliser via des API. Donc ils ont cette compétence-là, et c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qui commence à arriver. Donc ils ont en particularité, j'ai envie de dire en opposition par rapport aux data scientists, une meilleure connaissance des déploiements au niveau logiciel. Donc ils vont peut-être être un petit peu plus proches des data engineers, en tout cas que les data scientists par leurs compétences. Okay. Voilà, pour ce focus. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces différentes appétences, j'ai envie de vous poser la question en termes de formation. Comment vous êtes arrivé au poste que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait comme études, j'ai envie de dire, ou comme formation? Alors peut-être Catherine, tu peux commencer? Oui, alors moi je pense que c'est peut-être moi qui suis la plus éloignée de l'expertise intelligence artificielle. Donc moi j'ai au départ une formation de bio-ingénieur ou ingénieur agronome, et même après spécialisée en sciences marines. Et c'est en fait par mon expérience professionnelle que je me suis rapprochée de l'informatique, donc d'abord de la gestion, en gestion de données et des bases de données, ce qui m'a permis de me former plus en codage et tout ce qui tourne autour. Et donc ensuite, c'est en
en me focalisant sur ce qui était gestion des données d'imagerie et puis ensuite du traitement, de l'analyse de ces données-là, que j'ai commencé à me tourner donc vers cette technique, ces méthodes, cette approche de l'intelligence artificielle. Et c'est au travers de séminaires et d'échanges, d'initiatives avec plutôt des experts dans ce domaine-là que je me forme au fur et à mesure. Et mon rôle, moi, est plus de faire les ponts entre les experts en IA et les experts scientifiques pour aboutir à des méthodes adaptées et les plus pertinentes pour les scientifiques. Voilà. Ok, David, peut-être tu peux nous parler de ton parcours. Oui, alors moi j'ai un parcours assez, on va dire, classique à la base, hein, donc dans le développement logiciel. Donc j'ai démarré en fait, mon premier job consistait globalement à développer des applications web et en fait après j'ai pu saisir une opportunité en fait qui m'a permis de me former en fait en interne à l'époque sur les technologies du big data. Et finalement, de fil en aiguille, et au fur et à mesure des différentes opportunités qui sont présentées à moi, j'ai pu intégrer donc au Crédit Mutuel Arkea le Data Labs, qui est finalement l'ancêtre de l'IA Factory dans laquelle on est maintenant. Donc qui initialement traitait des problématiques autour du big data, donc il n'y avait pas encore de machine learning à l'époque. Et finalement, petit à petit, avec l'évolution des projets et l'arrivée de data scientists comme Yann, qui vous expliquera après, je me suis découvert aussi une appétence pour ces sujets-là et ces technologies que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver. Et après, en termes de formation, j'ai eu aussi l'opportunité de suivre des formations chez certains éditeurs sur des solutions, par exemple au niveau du cloud notamment, et de différentes technologies. Donc finalement, c'est assez varié comme parcours, et surtout ça montre aussi, je pense, qu'il n'y a pas forcément besoin à la base d'être spécialisé dans la data. Je pense qu'on peut vraiment au fur et à mesure aussi de son parcours évoluer en fonction de ses appétences et de ses envies. Yann ? Je poursuis. Alors moi j'ai fait l'ISEN, voilà, on va dire que j'ai des connaissances solides en informatique. Ensuite j'ai fait un master spécialisé en data science. Et ensuite, j'ai effectué donc mon stage de fin d'études au Data Labs. C'est là que j'ai rencontré David. Et depuis, je suis au Data Labs, et maintenant qui s'appelle IA Factory. Mais voilà. Et sinon, cette année aussi, j'ai suivi une formation MLOps, dispensée justement par Iota Academy. Je crois qu'ils sont intervenus hier. D'ailleurs, toi aussi, Jean-Marie, je crois que tu connais bien cette formation. Formation qui vise à me rendre plus autonome sur la mise en production de mes modèles pour essayer de soulager le data engineer, notamment David. Voilà. Ok, et Jean-Marie ? Pour ma part, moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Donc dans un premier temps, j'ai été amené à travailler sur des projets informatiques, mais pas en tant que développeur informatique, plus dans des rôles de PMO, puis une évolution sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et à l'occasion d'un projet, nous avons été amenés à construire un référentiel de données pour notre client, qui était multiple, qui rassemblait plusieurs filiales. Et donc ça a été, je dirais, le moment où j'ai mis le doigt dans la data, et qui m'a entraîné par la suite, puisque une fois que l'on avait constitué ce référentiel qui agglomérait des données de différents horizons, on a naturellement été sur la valorisation de ces données, et donc la mise en place d'une organisation de business intelligence pour sortir des rapports, des tableaux de bord et des extractions. Et donc c'est à partir de là que j'ai basculé dans cette partie décisionnelle. Bien évidemment, c'est la data. Donc j'ai continué plusieurs années autour à jouer avec ces données dans le monde décisionnel, et l'arrivée, je dirais, dans le monde de l'intelligence artificielle est pour moi le prolongement de ce bain de data, à savoir avec les volumes de données plus conséquents qui arrivent, avec le besoin d'aller exploiter toujours plus et d'offrir toujours plus de perspectives grâce à ces données. L'intelligence artificielle est l'outil qui va nous permettre de dépasser en fait les outils d'interrogation et d'exploitation, je veux dire, traditionnels. Donc ça suppose quelque part d'être en veille permanente, d'avoir l'esprit curieux, aimer apprendre tout au long de sa carrière, parce qu'on voit que vous êtes toujours
en formation permanente, que ce soit vous-même en faisant de la veille, en lisant des documents ou en faisant des formations individuelles ou collectives avec vos équipes. Vous êtes en permanence en évolution parce que les métiers d'aujourd'hui seront pas ceux de demain. On voyait tout à l'heure sur le radar que le ML, le dernier métier que tu as présenté, Jean-Marie, tout à l'heure, il était encore récent. On ne le voyait pas beaucoup en France. Donc une évolution permanente. Puis justement, dans le cadre des High Days, il y avait une conférence sur les formations qui sera disponible en replay. N'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra de vous donner d'autres clés complémentaires sur ce sujet-là. Si on parle un petit peu des qualités justement recherchées pour exercer ce type de métier, selon toi, Jean-Marie, quelles sont les qualités principales à avoir quand on exerce le métier autour de l'IA? Alors, pour prolonger ce que tu viens de dire, effectivement, il y a besoin d'être curieux et de se tenir vraiment, de rester à la pointe parce que c'est extrêmement vivant comme domaine. Donc, toujours s'intéresser, avoir des yeux qui traînent pour savoir quelles sont les nouveautés. Et ces nouveautés, on est sur des cycles qui sont extrêmement rapides. Donc, il y a besoin d'avoir cette curiosité et cet éveil permanent sur la technologie et qu'est-ce qui arrive et qui va potentiellement transformer en fait notre activité au jour le jour. Ça, c'est bien évidemment une des qualités. L'autre qualité, je dirais autre que les compétences techniques qui vont être attendues pour ces profils, ça va être autour de la communication. Et la communication, ça n'est pas forcément faire des présentations à de grandes assemblées, mais c'est le fait de pouvoir aller parler, échanger avec différents métiers. Ce sera avec des ingénieurs, des informaticiens, mais également avec des personnes qui ne parlent pas du tout et qui n'ont pas cette logique informatique et être capable de se mettre sur la même ligne et de bien se comprendre. Donc ça, ces éléments de communication sont pour moi essentiels pour l'ensemble de ces profils. Il faut réussir à sortir de sa bulle purement technique pour pouvoir échanger et comprendre quels sont les enjeux sur lesquels on va travailler. Puis j'imagine pour le client aussi, hein, quand on vient lui présenter un projet où il y a de l'IA à l'intérieur, si le client n'est pas forcément un pro de l'IA, il faut quand même lui expliquer qu'est-ce qui va être derrière son interface, lui expliquer. Donc en effet, la communication devient importante, quoi. Tout à fait. Rendre intelligible ce que l'on fait à des personnes qui n'ont pas les mêmes niveaux techniques, on va dire. Ok, merci. Yann, les idées au niveau des qualités qu'on peut avoir en exerçant ce métier. Donc j'imagine ça va retrouver les mêmes, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Jean-Marie a un peu tout dit. Non, mais alors je rejoins juste sur la partie communication. C'est vraiment, certes, la partie, les compétences techniques sont très importantes, l'expertise aussi, l'expérience. Mais il y a aussi, en effet, la communication. Nous, on le voit au sein du service, hein, comme on a un service transverse, on est quand même relativement jeune, on doit avoir, je pense, 4-5 ans. Et on a dû aller un peu chercher du boulot. Donc on allait démarcher les différentes entités, les différentes filiales du groupe. Et du coup, la communication est très importante. Sinon, pas de travail pour nous. Donc communication. Et puis après, je pense pas que ce soit, c'est même sûr, c'est pas propre au métier de l'IA, mais la partie savoir-être aussi est très importante. Je vais compléter un petit peu, même s'il ne reste pas grand-chose à ajouter, je pense, des deux précédentes interventions. Juste peut-être au niveau des compétences techniques, et ça on se rend compte au niveau des entretiens, c'est vrai que les profils type data engineer, en fait on cherche vraiment quand même des personnes qui finalement aiment bien coder, hein, globalement, on va pas se mentir, c'est comme un métier où on touche encore pas mal à la programmation, mais effectivement j'appuierai aussi sur la partie communication. On peut être amené en fait à parler avec des personnes qui peuvent parfois, au-delà ne pas connaître, être vraiment réticentes à l'IA, et pour pas mal de raisons, notamment parce que souvent quand on fait écho dans la presse de l'IA, c'est rarement pour des choses positives, quoique ça change un petit peu ces derniers temps, mais on est intervenu auprès par exemple de conseillers où il y a toujours finalement une crainte aujourd'hui, même sur l'emploi. Et notre rôle, c'est vraiment de leur dire que l'IA aujourd'hui est là comme une aide à la décision. Et c'est vraiment pas mal de travaux qu'on mène là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, la communication, c'est la clé. Et après, faut une curiosité et aussi une grande autonomie. Parce que même si on travaille souvent en équipe, parfois on se retrouve seul sur des projets. Et c'est vraiment indispensable d'avoir cette autonomie et cette curiosité. Catherine, j'imagine les mêmes compétences. Peut-être aussi un aspect organisationnel, parce que quand on est amené à faire un projet en collectif, j'imagine avoir un certain sens de l'organisation, respecter les calendriers, c'est peut-être aussi des compétences qui sont nécessaires pour exercer ce métier.
Oui, bien sûr. Donc évidemment, je rejoins ce que mes prédécesseurs ont bien expliqué, les compétences techniques et effectivement la communication. Chez nous, il y a aussi un aspect important, c'est d'avoir une certaine curiosité et se saisir assez vite du contexte dans lequel nous on travaille, d'où viennent nos données, parce que c'est quand même un petit peu spécifique. Et on a des contraintes. Les données, elles sont pas nécessairement banales. Et donc, il faut avoir des personnes comme ça qui sont prêtes à vraiment mettre le nez dedans, bien comprendre le contexte, les besoins, pour vraiment trouver les méthodes les plus adaptées à nos questions scientifiques. Et effectivement, après, toutes les qualités pour se greffer dans des projets effectivement d'organisation, de communication, etc. Oui. Merci. Ok, merci. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'organisation et essayer de montrer aux personnes qui nous regardent comment se passent des projets de machine learning ou d'intelligence artificielle, et d'essayer d'avoir un petit déroulé des projets. Alors je vais laisser la parole et peut-être laisser les commentaires. Catherine, est-ce que tu veux commencer ? Oui, c'est très bien. Donc moi, je vais plutôt parler de comment un projet se construit et s'organise. Donc dans mon domaine, qui est donc plus particulièrement l'imagerie sous-marine. Donc en fait, finalement, ça va être la construction d'un pipeline qui va de l'acquisition de la donnée à la production de données extraites de cette imagerie et qui vont permettre de produire de la connaissance, puisque c'est quand même ça la finalité. Donc il y a une part bien sûr de mise en place des protocoles d'acquisition qui vont permettre de générer les données les plus adaptées au traitement qu'on veut faire ensuite. Donc ça, c'est une petite partie de mon travail, mais pas la principale. Donc moi c'est plutôt moi qui vais m'attaquer à la préparation des données, donc au pré-traitement des images. Donc ça va être des images fixes ou des vidéos pour après qu'elles soient analysées, annotées, pour ensuite construire des bases de données de référence, des jeux de données d'entraînement qui vont permettre d'entraîner les algorithmes de machine learning. Donc toute cette phase de préparation de la donnée et surtout de production, d'annotation de données d'entraînement est assez importante, assez chronophage pour nous. Et on a même encore du mal à constituer des bases de données suffisamment importantes pour vraiment alimenter de façon efficace les algorithmes. Après, c'est peut-être, j'imagine, la quantité de données, enfin les données ne manquent pas, mais c'est les données à noter qui posent peut-être plus de problèmes. C'est ça, voilà, c'est vraiment ça, c'est les premières étapes d'analyse qui vont permettre de nourrir les modèles qui manquent, parce qu'effectivement la quantité de données par contre est assez colossale et elle augmente de façon exponentielle. Et là, moi, je parle pour l'environnement profond, mais il faut savoir qu'il y en a maintenant dans tous les domaines où on fait de l'acquisition d'images, que ce soit dans le côtier, en halieutique, etc. On a aussi, on essaye de faire participer les citoyens au travers de projets de sciences participatives également, soit pour vraiment l'analyse même des images, ou alors pour l'acquisition d'images sur le terrain. Et ces bases de données de sciences participatives, elles ont aussi vocation à alimenter des approches de type IA. Donc, nous, on est vraiment plutôt encore au début de toute la mise en place de ces flux, de ces chaînes de traitement. Et donc, en fin de course, ce sont après les chercheurs, les scientifiques qui vont exploiter vraiment l'information qu'on va extraire de ces images grâce soit à l'IA ou encore par les étapes manuelles et qui vont produire ensuite des publications et des résultats de recherche. Alors c'est vrai que à l'occasion des meet-up qui sont organisés ici sur Brest, j'avais eu l'occasion de participer à un projet sur le traitement de données vidéo, et c'est vrai que j'ai découvert, je pense que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte que l'Ifremer
collecte de la donnée en continu de nos fonds sous-marins. Je peux donner un exemple que j'avais trouvé assez rigolo, de suivre des moulières dans l'Atlantique avec des gigas et des gigas de données qui tournent en continu dans plusieurs points de l'océan. Donc c'est vrai que on imagine bien la somme de données que ça représente, et en plus sur plusieurs années. Donc c'est quand même, ça demande un gros travail. Alors après, j'imagine aussi que les outils évoluent. Les outils d'annotation maintenant permettent d'utiliser directement le machine learning au sein même de l'outil d'annotation pour gagner du temps aussi. Oui, donc, il va ça aider commence après à noter. Je pense que ça va vous à se faciliter la développer vie aussi, dans les années à venir. Oui, tout à fait. Heureusement, parce que c'est pas la tâche la plus simple. Alors, Jean-Marie, peut-être tu peux nous parler de chez toi au niveau de la gestion des projets. Effectivement. Je propose de parler d'un cas d'usage qui a été d'offrir un nouveau service à nos clients à travers un processus qui était, on va dire, relativement lourd pour nos clients, qui correspond à la déclaration des arrêts de travail. Donc ça se fait par le biais d'un extranet qui est mis à disposition des clients, et donc les personnes RH de nos clients vont venir déclarer les arrêts de travail de leurs salariés en vue de que ces personnes touchent leurs indemnités. Donc ce processus peut être assez lourd parce que ça correspond à la déclaration d'un certain nombre d'informations qui sont contenues dans les bulletins de salaire, et ce sur une période qui peut aller jusqu'à 12 mois. Donc pour un arrêt de travail, ça peut être jusqu'à 12 bulletins de salaire à venir saisir sur un extranet, en plus de télécharger la pièce jointe. Donc, dans un but de rendre cette saisie beaucoup plus fluide et d'offrir un nouveau service, nous avons eu recours en fait à un algorithme d'intelligence artificielle pour faciliter cette saisie. Et plutôt que de demander à un gestionnaire chez le client de saisir cette information, eh bien, que l'on télécharge le bulletin de salaire et que les informations soient proposées à la validation pour le gestionnaire. Donc on renverse, entre guillemets, ce qui est demandé au gestionnaire, et donc il y a une productivité qui est offerte en fait à nos clients, et qui était le but recherché. Donc pour ce faire, on a décliné ça sous forme d'un cas d'usage, et donc on a fait appel. Alors là, je vais rejoindre le nouveau métier dont tu parlais, Jean-Marie, Machine Learning Engineer. Nous, on l'appelait plutôt développeur IA dans notre contexte, mais la finalité était effectivement de développer une fonctionnalité qui allait permettre de capter l'information des bulletins de salaire pour pouvoir extraire de la donnée et collecter cette donnée. Donc, pour ce processus, pour mettre en place cette fonctionnalité, il a fallu, dans un premier temps, disposer de données en entrée pour constituer nos jeux de données d'entraînement, et donc trouver des bulletins de salaire existants et quelles étaient, entre guillemets, les réponses attendues pour chacun de ces bulletins de salaire. Le but étant d'avoir donc tout un jeu de données labellisé qui allait permettre d'entraîner le modèle sur lequel notre développeur IA a travaillé. Donc ce travail de collecte des informations s'est fait avec le data engineer, bien évidemment, avec le product owner également, qui est en charge de définir les fonctionnalités de notre extranet, et donc qui a la connaissance du métier pour pouvoir alimenter notre développeur IA, qui a donc élaboré son modèle, l'a entraîné, l'a testé, a joué avec les différents paramètres jusqu'à atteindre un niveau de restitution qui était accepté par notre product owner. Et donc, à partir de ce moment, on pouvait dire que l'algorithme remplissait la mission qu'on lui demandait. Mais une fois que cet algorithme est développé, il reste une étape essentielle sur le projet, c'est d'amener cela en production. Et donc, on passe, entre guillemets, du laboratoire à la mise en production, et ça, c'est l'étape essentielle, parce que on l'entend beaucoup sur les projets data. Combien de projets data vont rester, on va dire, dans les tiroirs, dans les étagères, parce que ça n'a pas du tout été abordé dans une logique où ça devait être porté en production. Et donc c'est là-dedans, c'est à cette étape que l'on va à nouveau solliciter un certain nombre
de compétences autres, ce seront des développeurs front, puisque là on était sur un projet extranet. Ça peut être un data engineer, parce que ces données qui étaient captées par l'algorithme allaient être écrites dans une base de données. Et donc toute cette phase de mise en production était, je dirais, absolument essentielle sur notre projet, et découlait, je dirais, d'un certain nombre de principes qui avaient été posés dès le début du projet, et donc qui doivent être intégrés, je dirais, dans les contraintes du projet pour que cette mise en production se passe, je veux dire, naturellement et sans douleur. Donc, au final, cette fonctionnalité a pu être implémentée, je dirais, dans un délai relativement court, et par rapport à cette appréhension que l'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, dans un premier temps, elle est proposée aux utilisateurs et donc aux clients comme étant une aide à la saisie, c'est-à-dire que c'est encore le client qui a la main pour valider ces informations. Ça n'est pas juste, on va dire, un téléchargement et ensuite ça part dans une boîte noire sans avoir connaissance de la donnée qui a été captée, mais c'est bien un pré-remplissage qui sera derrière validé par le client pour, je vais dire, acculturer également nos clients à ces principes et ces technologies d'intelligence artificielle pour lesquelles certains peuvent être réfractaires. Aujourd'hui, cette fonctionnalité est fort bien accueillie, puisque ça libère beaucoup de temps pour les équipes RH de nos clients. David Merci. et Yann. Je peux commencer, Yann. Alors c'est assez difficile en fait de décrire une journée type, hein, parce que comme on peut le voir sur le schéma, le data engineer en fait il intervient à peu près tous les niveaux aujourd'hui d'un projet de data science. Alors, pour la petite histoire, en fait, le service a commencé à fonctionner en faisant énormément de POC, hein, donc de preuves de concept, qui parfois donc n'allaient pas jusqu'à la mise en production. Sauf en fait qu'on s'est rendu compte, hein, et ça on peut le lire finalement un petit peu partout dans les projets d'IA, c'est globalement un projet d'IA et plus spécifiquement encore, je pense, de machine learning, ne fonctionne que avec un triptyque en fait informatique, métier et finalement data science. Et globalement, dès lors qu'on essaye de se passer d'un des trois, que ce soit pour des contraintes vraiment de timing ou de budgétaire, en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, globalement, aujourd'hui, notre idée, c'est vraiment que le moindre POC, le moindre test qui est développé dans le service, le data engineer, en fait, accompagne dès le lancement, dès l'étude, parce qu'en fait, un projet de machine learning ou de data science n'est jamais, en fait, seul dans sa bulle. Il sera toujours en lien avec des outils, avec une intégration qui sera plus ou moins simple, hein. Parfois, c'est alimenter une base de données, et dans ce cas-là, c'est relativement classique, mais à d'autres moments, c'est des applications en temps réel qui doivent être sollicitées des milliers, voire des millions de fois par jour. Et en fait, c'est très important que le data engineer soit là dès le début pour éviter en fait qu'on se retrouve aussi parfois à ne pas pouvoir aller plus loin parce que l'algorithme ou le modèle choisi par le data scientist ne serait pas aujourd'hui techniquement intégrable dans notre SI. Donc c'est vrai que si on doit résumer le rôle d'un data engineer aujourd'hui, c'est vraiment, moi je le considère comme étant vraiment le lien entre le data scientist et le système d'information, et ce dans les deux sens. Donc je pense que maintenant, l'IA Factory, on a trouvé notre fonctionnement, parce qu'on a quand même plusieurs dizaines de projets d'IA en production, avec des modèles de plus en plus évolués. Aujourd'hui, on met des modèles de deep learning en production, sur lequel en fait, le data scientist peut pratiquement les développer en autonomie, hein, via des socles applicatifs notamment. Donc en fait, ça nous a pris quand même un petit peu de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur un fonctionnement finalement assez proche de ce qu'on voit sur le schéma, et qu'on essaye finalement d'améliorer au jour le jour. Je vais peut-être laisser Yann maintenant compléter sur la partie data science. Non, je pense que tu as raison, hein, je te rejoins complètement dans tout ce que tu viens de dire. J'insiste sur la partie aussi métier. On va voir que si on n'embarque pas dès le début le métier, en fait le projet souvent tombe à l'eau, parce que ou alors on le met en production, mais en fait on se rend compte qu'il n'est pas utilisé. Donc c'est vraiment important dès le début de sensibiliser le métier, pour que justement il soit toujours en étroite collaboration en fait avec le centre d'expertise, donc nous. Et sinon, que rajouter? Non, je peux dire aussi que la partie surveillance et monitoring des modèles est très importante. Donc voilà, il y a quelques années, c'était comment passer du POC à la mise en production. Après, il y a eu comment rendre interprétables nos modèles, et maintenant c'est comment on monitore nos modèles. Parce que voilà, on met en production, mais
comment s'assurer que notre modèle ne dérive pas dans le temps, qu'il n'y a pas un biais qui a été intégré. Donc voilà, nous on utilise pas mal de dashboards en fait pour justement suivre nos modèles, que ce soit nos modèles de détection de fraude ou bien des modèles de catégorisation automatique de mail. Voilà, je pense que c'est une partie importante du pipeline. Ok, merci. Avant de passer à la slide synthèse, j'ai des questions, notamment une question, pourquoi les métiers sont-ils déjà autant cloisonnés en silos? Est-ce que ça se cale sur une ancienne organisation? Alors c'est vrai que ça vient un peu contrebalancer ce que tu viens d'expliquer Yann avec la partie où il faut communiquer ensemble, mais apparemment les personnes ont un peu l'impression que vous travaillez en silo. Alors est-ce que c'est parce qu'on reste sur une organisation traditionnelle? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Après, en fait, en termes d'organisation, forcément, nous, on est arrivé il n'y a pas longtemps, comme disait Yann, enfin 4-5 ans, même si ça paraît longtemps dans l'IA, en termes de l'organisation comme un groupe pour Arkea, c'est plutôt jeune. Et forcément, on doit faire avec cette organisation aujourd'hui qui est cloisonnée par métier, parce que aujourd'hui, il y a différentes directions qui ont des objectifs et comment dire, qui ont des objectifs et des missions vraiment totalement différentes. Donc en fait, moi je vois pas forcément ça comme une contrainte, mais on pourra pas décloisonner en tout cas cette partie métier, parce qu'à côté de ces projets d'IA sur lesquels on accompagne, ils ont aussi leur quotidien à gérer. Donc l'idée c'est plutôt d'aller justement acculturer ces métiers-là, et notre positionnement transverse aujourd'hui fait qu'on peut être sollicité par n'importe quel métier du groupe, et finalement fait qu'en pratique on n'a pas vraiment ce cloisonnement là tel qu'il peut apparaître quand on en parle. En pratique c'est plutôt fluide, et il y a vraiment des métiers qui sont très demandeuses de ces collaborations. D'accord. Très demandeurs. Est-ce que quelqu'un veut compléter le propos ou c'est bon? Oui, parce que alors, le cloisonnement, enfin, il y a plusieurs façons d'interpréter cette question, puisque ça peut être aussi sentir un cloisonnement entre les différents métiers que l'on a pu exposer, que ce soit data analyst, data scientist, data engineer. Et effectivement, enfin, ce sont des différentes compétences en fait, qui vont être rassemblées dans une personne, dans un métier de l'IA. Et il y a des passerelles entre ces personnes. Un data scientist pourra être un data ingénieur qui aura évolué au fil de sa carrière. Donc voilà, ce sont des compétences attendues sur certains rôles qui vont constituer ces différents métiers de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, ce que l'on a cherché à souligner, c'est que ces personnes vont travailler ensemble. Et donc le cloisonnement, il faut absolument effectivement le casser pour qu'il y ait des échanges les plus fluides et plus naturels entre ces personnes, pour que les cas d'usage, les sujets soient traités le plus efficacement possible. Donc des missions vraiment propres à chacun, mais un travail en équipe. Donc un cloisonnement au niveau des missions, mais travail en équipe pour la construction du projet, si je résume. Et il y a une autre question. Si on a 3 projets d'entreprise liés à l'IA en parallèle, est-ce que ce ne serait pas plus efficace d'avoir une personne par projet regroupant toutes les casquettes, plutôt que d'avoir 3 personnes spécialisées regroupant data architect, ingénieur, scientist, donc qui travaillent sur les 3 projets? Qui veut se lancer? Moi, je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui travaillent sur les différents projets, parce qu'on peut déjà se nourrir en fait de l'expérience de l'un ou l'autre projet. Comme on disait, en fait, finalement, c'est énormément d'échanges entre différentes personnes qui vont avoir des compétences complémentaires finalement. Et donc, je pense que de travailler sur différents projets en parallèle, d'avoir plusieurs personnes du coup qui travaillent sur ces projets en parallèle, ça va être plus enrichissant pour les projets. Et si je peux compléter, c'est surtout aussi que finalement c'est des métiers qui sont vraiment complètement différents. Alors c'est vrai que c'est sans doute assez dur d'évoquer tous les aspects, mais en fait aujourd'hui un data engineer ne peut pas faire le travail d'un data scientist et inversement. Et du coup finalement cette personne qui serait capable de gérer toute seule un projet, de l'étude, collecte des besoins jusqu'à la mise en production, passant par le modèle, finalement c'est un peu le mouton à 5 pattes. En pratique on se rend compte que ces profils qui sur le papier font tout, ça marche pas vraiment, parce que ça nécessite à chaque fois des compétences bien pointues, et malgré toute la bonne volonté de chacun aujourd'hui, c'est pas, je pense que, moi je crois pas à ce modèle-là, mais après je peux peut-être laisser Jean-Marie. Je te rejoins totalement, et cette image du mouton à 5 pattes, je l'ai très bien en tête.
pour moi, le mouton à 5 pattes, ça a longtemps été déjà le data scientist, qui était la compétence rare qui était recherchée, et maintenant il y en a plus. Et ce data scientist, c'était une personne qui devait être experte dans un métier, experte dans les modèles statistiques ou analytiques, et experte également en informatique pour aller coder sur de l'intelligence artificielle. Donc rassembler tout cela dans une seule et même personne, c'est pas toujours simple. On a 50 ans quand on arrive sur le marché de l'emploi, quoi. Voilà, ou alors c'est une personne effectivement trop rare, et donc eh bien, plutôt que de chercher ces personnes rares qui vont combiner, qui vont avoir plusieurs bras et plusieurs jambes, eh bien, créons une équipe, rassemblons différentes personnes, faisons-les travailler ensemble. C'est vraiment ça l'enjeu, travailler en équipe, travailler ensemble, plutôt que d'imaginer rassembler tout ça dans une seule et même tête. Et puis c'est un peu comme quand on écrit un livre, par exemple, c'est toujours intéressant de le faire relire avant publication, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend plus compte de ses erreurs. Donc au lieu d'arriver chez le client en phase de lancement du produit et qu'on se rend compte des erreurs, c'est mieux d'avoir, j'imagine, eu d'autres regards pour que ce soit le plus parfait possible pour le lancement, quoi. Ok. Jean-Marie, je te propose d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de raconter. Sur les différents métiers, alors oui, effectivement, c'est pas simple, hein. Comme tu disais, David, d'essayer de résumer. Si on essaie de se dire, pour ceux qui nous regardent, quels seraient les items prioritaires qui apparaîtraient sur les fiches de poste, on va trouver pour le data scientist, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, la partie développement et entraînement de modèles de machine learning from scratch, la partie évidemment exploration de données, qui aura été fournie par le data engineer évidemment, même s'il y a effectivement quelques data scientists qui peuvent travailler en autonomie. Bon, ça dépend de la taille des organisations, hein, mais on aura aussi chez le data scientist beaucoup d'échanges avec les experts métiers, puisqu'il va falloir transmettre ces connaissances sous forme d'algorithmes et bien les intégrer dans les modèles. Et également, comme on l'a dit, hein, beaucoup de collaboration. Alors, finalement, la partie collaboration, on va la retrouver dans tous les postes, hein, on vient de le dire. Le data engineer, c'est vraiment l'informaticien, hein, celui qui a vraiment la compétence technique sur presque tous les technos, big data et standards. Donc c'est vraiment la boîte à outils d'extraction de données. Il a aussi des contacts privilégiés au niveau du système d'information pour déployer les applications en accord avec les politiques de sécurité notamment. C'est vrai que Crédit Mutuel Arkea, la sécurité c'est quand même l'élément numéro 1, on va dire, pour une banque et une assurance. La partie optimisation de code aussi, parce qu'effectivement les data scientists, ils n'ont pas forcément le background d'ingénierie logicielle, donc on peut avoir des optimisations possibles, hein, parce qu'il y a des attendus en termes de performance au niveau des modèles en production, hein. Il y a des règles qui existent dans le système d'information. Et puis donc, effectivement, la collaboration, je l'ai précisé. Alors le data analyst, toujours notre fameux expert d'extraction et de data visualisation de la donnée. Alors c'est vrai, beaucoup de tableaux de bord, de la supervision, la présentation de la donnée. C'est un peu, je pense, Jean-Marie, je ne sais pas si je résume bien, mais la personne qui commence sa journée à regarder ses dashboards, voir si tout est OK, si ça fonctionne correctement, et puis beaucoup de réunions de restitution. Le ML Engineer, qui donc, comme j'ai dit tout à l'heure, est très proche du data scientist et simplement avec un focus probablement moins mathématique, et on verra dans les années à venir, hein, peut-être un peu moins difficile à trouver sur le marché de l'emploi, on verra. Il y a un slide aussi qu'on a passé peut-être un peu vite, résumé des formations, Caroline. Je reviens dessus. Voilà, effectivement, donc peut-être de revenir un petit peu là-dessus. Donc, alors on l'a vu, qu'ici la majorité même toutes les personnes ont fait des formations académiques, je vais pas dire classiques, mais en tout cas des formations standards qui étaient dirigées avec un focus assez bien dessiné. On va retrouver ensuite des possibilités de formation individuelle avec des certifications. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place par rapport à ça. Alors il y avait dans la session d'aujourd'hui des personnes de Cornmetry, Yann tu en as parlé aussi, Cornmetry et la IOTA Academy, qui permettent de faire de la montée en compétences sur les domaines de l'intelligence artificielle. On l'a dit, c'est des domaines qui sont quand même en constante évolution. Il y a
il y a des états de l'art qui bougent très très vite, donc possibilité de se former. Et si on regarde plus en entreprise, alors pour la partie Crédit Mutuel Arkea, c'est vrai qu'on organise des journées d'acculturation pour les collaborateurs. En fait, l'idée, c'est bien de donner aux collaborateurs une connaissance de l'IA qui soit transposable à leur quotidien et qu'ils essaient justement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour améliorer mon quotidien, pour me faciliter mon travail. Tout ce qui est upskilling, donc c'est des montées en compétences. Yann, Iota Academy, la partie MLOps typiquement, c'est du développement continu de machine learning. Et le reskilling qui peuvent être des parcours de réorientation, des changements de profil, comme tu l'as dit tout à l'heure, des gens qui pourraient potentiellement, via de la formation, passer d'un métier à un autre. Mais pas du jour au lendemain, comme ça évidemment, via des parcours spécifiques. Et alors, ensuite, la dernière partie qui est quand même importante, et les AIDS, ça fait partie un petit peu de cette démarche communauté, et on va retrouver des groupes utilisateurs, des partages d'expériences, des réseaux locaux, et ça c'est vrai que c'est quand même super important de pouvoir partager, de rencontrer des gens d'autres entreprises et de pouvoir échanger sur les pratiques, surtout dans un champ d'application qui bouge très très vite. Voilà Merci. pour ma part. Justement, quand on voit donc, ces formations, on vous a entendu raconter vos journées types, un petit peu vos missions, les qualités qu'il faut pour exercer ce métier. Les personnes qui nous écoutent et qui se disent bon bah ok, je me tente dans une reconversion ou je suis étudiant et je vais aller vers ça. La question essentielle, est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce qu'il y a de l'emploi dedans? Est-ce que vos équipes grossissent ou pas, pour savoir si on se lance dans cette formation ou pas. Catherine? Alors oui, effectivement, nous ça commence à vraiment, comme je disais, dans un peu toutes les équipes et tous les secteurs, il y a des projets où on se sert de l'IA, et donc il y a de plus en plus de besoins de compétences, parce qu'on n'en a pas tant que ça encore au sein de l'Institut. Et donc oui, je pense que c'est porteur et ça a vraiment de l'avenir, oui. Et du côté d'Arkea, c'est le même discours, c'est un secteur qui est en croissance. Me lance. Ah oui, moi je rejoins Catherine, c'est vraiment un secteur porteur, et puis voilà, aujourd'hui on a des profils type data scientist, data engineer, data architect, data analyst, mais demain ce sera vraiment, il y aura encore plus de profils. Je pense notamment au product owner data. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'en parler même hier lors des précédentes conférences, mais voilà, pareil, c'est un profil super intéressant, super important. Et puis aussi, on va avoir beaucoup de profils qui vont arriver et qui tournent autour de l'éthique. Comment utiliser à bon escient nos algorithmes. Donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. La data, ça recrute. La data, ça recrute. Même discours chez Verlingue, la data, ça recrute. Bien évidemment, la data, c'est un train qui est lancé, qui va vite, qui va très très vite, et qui embarque de plus en plus de personnes. La data est considérée comme la nouvelle mine qu'il va falloir explorer et exploiter. Et donc, je pense qu'il y en a effectivement pour un sacré paquet de temps pour pouvoir explorer tout ça avec des technologies qui changent en permanence. On l'a dit, même des métiers qui éclosent du jour au lendemain. Tu évoquais product owner data, effectivement. C'est ce qui est lié aussi à l'acculturation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, cette perception de la valeur de la donnée au sein des différents professionnels et des différentes personnes de l'équipe va démultiplier en fait les besoins de comprendre et d'utiliser, d'exploiter cette donnée. Donc oui, bien évidemment, la data, c'est essentiel. Et chez Verlingue, c'est quelque chose qui est inscrit dans le plan 2024 qui a été annoncé ces dernières semaines. Ok, merci. Donc on voit que c'est des métiers qui recrutent dans plein de secteurs d'activité qui nécessitent plusieurs compétences. Donc on est loin d'user ce métier, et il y a encore plein de choses à faire. On espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura donné envie en tout cas. Et sachez que le programme des High Days BZH continue. Il y a encore des choses de prévues en visio et sur le plateau télé. N'hésitez pas à aller consulter le programme.
Instagram, à regarder ce qui se fait également sur les événements passés. Tout sera en replay sur YouTube. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.